Bienvenue sur Contes policiers, le refuge des mystères feutrés et des secrets murmurés derrière les haies bien taillées. Ce soir, dans un village anglais où tout semble à sa place, un homme est retrouvé sans vie près d'un simple portail de fer. Rien d'extraordinaire. Et pourtant, derrière les politesses et les certitudes trop rapides, quelque chose ne sonne pas juste. Avant de commencer, prenez un instant pour vous installer confortablement, car dans ces histoires, les vérités les plus dangereuses se cachent toujours dans ce que l'on croit déjà savoir. Si vous aimez les enquêtes classiques, les intrigues psychologiques et les crimes dissimulés sous la respectabilité, abonnez-vous à Contes policiers et laissez-vous guider. Maintenant, laissons le mystère commencer. La porte en fer de Willowmere avait toujours émis un léger grincement lorsqu'on l'ouvrait. Un bruit familier qui faisait partie intégrante du village, au même titre que les ifs ou la cloche de l'église Saint Cuthbert. En cette douce matinée, elle grinça à nouveau, mais le son porta plus loin que d'habitude, aigu et surprenant, comme si la porte elle-même avait été prise au dépourvu. Madame Agnès Finch, qui se rendait chez le boulanger avec son panier, s'arrêta sur le chemin de gravier et fronça les sourcils. Il n'était pas encore 9 heures, et personne ne venait jamais à Willowmere aussitôt. La maison se trouvait juste après le virage, modestement élégante, avec des rosiers grimpants, soigneusement taillés contre la brique, et une allée étroite qui se terminait, de manière décisive, par le portail en fer. Un instant plus tard, Madame Finch vit le corps. Il gisait juste à l'intérieur du portail, à moitié sur l'allée, à moitié sur l'herbe, comme s'il était tombé en avant et avait été doucement redressé par la gravité. Les barreaux de fer projetaient de longues ombres sur la silhouette, formant des rayures sombres sur le tissu pâle. Madame Finch poussa un petit cri, pas plus qu'un halètement, et posa soigneusement son panier avant de courir, jupe retroussée, vers le village. Lorsque mademoiselle Marple en entendit parler, la bouilloire avait déjà chauffé 2 fois. Elle était assise à la petite table de son cottage de Church Lane, la lumière du matin caressant le châle tricoté qui lui couvrait les épaules, les mains posées sans serrer sur une chaussette à moitié terminée. La radio murmurait en arrière-plan, diffusant un morceau joyeux qui contrastait fortement avec le malaise qui commençait à se répandre à St. Mary Mead. C'est Cherry Baker qui apporta la nouvelle. Cherry était essoufflée, ses cheveux blonds s'échappèrent de leurs épingles, ses yeux brillaient d'excitation. « Oh, mademoiselle Marple, dit-elle sans même prendre le temps de frapper, il s'est passé quelque chose de terrible. Il y a un homme, mort, à Willowmere, juste à côté de la grille en fer. On dit qu'il a dû passer toute la nuit là. » Mademoiselle Marple leva les yeux, une légère inquiétude adoucissant son visage ridé. « C'est très triste, dit-elle. Ne voulez-vous pas vous asseoir, ma chère? Vous avez l'air épuisée. » Cherry s'assit sur le bord de la chaise, visiblement tiraillée entre les convenances et l'envie de repartir en courant pour annoncer la nouvelle. Ils ont appelé la police. Le colonel Bantry était déjà debout, il a vu le policier courir. Et Madame Finch, eh bien, elle est dans un état pitoyable. « Je peux l'imaginer, » dit mademoiselle Marple doucement. « Et de qui était le portail, disiez-vous? » « Willowmere, la propriété de M. Adrian Pritchard. » Les aiguilles à tricoter de mademoiselle Marple s'arrêtèrent un bref instant avant de reprendre leur cliquetis régulier. « En effet, » murmura-t-elle. Adrian Pritchard ne vivait pas à St. Mary Mead depuis très longtemps, à peine 18 mois en fait. Il était arrivé avec un air d'efficacité dynamique, avait redécoré Willowmere en moins de 2 semaines et s'était installé dans la vie du village avec une compétence que certains trouvaient admirable et d'autres, même s'ils ne l'auraient jamais dit, trouvaient légèrement irritante. C'était un homme grand, soigné, avec une voix qui portait facilement et des yeux qui évaluaient plutôt qu'ils n'invitaient.
Il allait régulièrement à l'église, contribuait généreusement au fond de la fête et posait des questions. Trop de questions, pensèrent certains. Et maintenant, il y avait un cadavre devant son portail. « Savent-ils de qui il s'agit » demanda mademoiselle Marple. Cherry secoua la tête avec empressement. « Pas encore. Mais madame Hall, de la poste, dit avoir vu un inconnu traîner dans les parages, hier après-midi. Un homme aux cheveux foncés. Il avait l'air étranger, si vous voulez mon avis. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Je demande rarement votre avis, » dit-elle. « Les étrangers ont souvent l'air d'étrangers jusqu'à ce qu'on ait le temps de les observer correctement. » Cherry rougit, ne sachant pas si elle avait été réprimandée ou encouragée. Quoi qu'il en soit, l'inspecteur Slack est en route depuis Much Benham. Ça va faire tout un foin. C'est souvent le cas, acquiesça mademoiselle Marple. Va vite, Cherry. Ta tante va se demander où tu es passé. Restée seule, mademoiselle Marple posa son tricot et se servit une tasse de thé. Ses yeux bleus étaient sans pensifs, mais son expression restait sereine. Par la fenêtre ouverte, on entendait les bruits habituels du village. Un char qui passait, un chien qui aboyait, Madame Price qui appelait ses poules. L'équilibre, pensa-t-elle, était une chose délicate, si facile à perturber. À Willowmere, le trouble avait déjà attiré un petit public. Le portail en fer était désormais ouvert, ses gonds exposés, le grincement remplacé par un silence tendu, tandis que les villageois se rassemblaient à une distance respectueuse. Le corps avait été recouvert d'un manteau, mais sa silhouette était indubitable. L'inspecteur Slack arriva avec l'air d'un homme prêt à faire preuve de patience, mais pas d'indulgence. Il observa la scène, le portail, l'allée, les visages curieux. « Bon, dit-il, faites-moi un peu de place. Qui l'a trouvé » Madame Finch, pâle et tremblante, s'avança. « C'est moi, inspecteur. J'allais juste chercher mon pain. J'ai entendu le portail, voyez-vous, et, eh bien, il était là. Avez-vous touché quelque chose ?»« Non, monsieur. J'ai posé mon panier et je me suis enfui. » Slack approuva d'un signe de tête et se tourna vers le policier. « Quelqu'un a-t-il déjà identifié le défunt ?»« Pas encore, monsieur. Il n'avait pas de papier sur lui. Mais monsieur Pritchard est à l'intérieur. » À l'évocation de son nom, Adrian Pritchard sortit de la maison. Il semblait calme, même si ses lèvres étaient légèrement pincées. « Inspecteur, dit-il, c'est une affaire terrible. Je ne l'ai découvert moi-même que lorsque Madame Finch est arrivée en courant. Je vous assure que je ne sais rien de cet homme. » Slack l'observa attentivement. « Vous n'avez rien entendu pendant la nuit ?» Pritchard hésita, juste un instant. « Non, j'ai le sommeil profond. » Mademoiselle Marple, qui était arrivée discrètement et se tenait maintenant un peu à l'écart, observa cette hésitation avec intérêt. Ce n'était rien, vraiment. N'importe qui aurait pu marquer une pause avant de répondre. Et pourtant, qui avait accès au portail ? Continua Slack. Pritchard fit un geste vague. N'importe qui, je suppose. Je ne la ferme pas à clé. Ce n'est pas nécessaire, pas ici. Plusieurs villageois murmurèrent leur accord. St. Mary Mead n'était pas le genre d'endroit qui nécessitait des portails fermés à clé. Le médecin arriva et examina le corps. Homme, d'âge moyen, aucun signe évident de lutte. Cause du décès incertaine, en attendant une enquête plus approfondie. Alors que la police se mettait au travail, les conversations allaient un bon train. Spéculations, théories à moitié formées, chuchotements qui se précipitaient vers une conclusion. « J'ai toujours dit que les étrangers apportaient des ennuis, » murmura Madame Hall. « C'était peut-être un cambriolage qui a mal tourné, » suggéra M. Bartlett. « Ou une vieille querelle, » dit un autre. « M. Pritchard est très discret. » Mademoiselle Marple écoutait. Elle écoutait toujours. Pas les mots eux-mêmes, mais la manière dont ils étaient prononcés. La peur déguisée en certitude. L'excitation dissimulée sous l'inquiétude.
Et sous tout cela, une note faible mais insistante de soulagement que le mort ne soit pas l'un d'entre eux. Le portail en fer grinçait légèrement sous l'effet de la brise, s'ouvrant et se refermant de quelques centimètres avant de se stabiliser à nouveau. Le regard de mademoiselle Marple s'y attarda. Les portails, songea-t-elle, étaient des choses curieuses, conçues pour empêcher les gens d'entrer ou de sortir, et parfois, avait-elle remarqué, il ne remplissait très bien aucune de ces deux fonctions. L'inspecteur Slack s'approcha d'elle et ôta son chapeau. « Bonjour, mademoiselle Marple. Je ne m'attendais pas à vous voir ici si tôt. J'habite juste en haut de la ruelle, dit-elle. Il est tout à fait impossible de ne pas remarquer quand quelque chose perturbe le village. » Il grogna. « C'est vrai. Vous avez une idée. » « Seulement que c'est très triste, » répondit-elle doucement, « et que ce pauvre M. Pritchard doit être terriblement bouleversé. » Slack jeta un coup d'œil vers la maison où Pritchard discutait avec le médecin. « Oui, » dit-il, « bouleversé. » Mademoiselle Marple but une gorgée de thé qu'elle avait apporté dans un petit thermos et regarda la grille en fer se refermer enfin, son grincement retentissant à nouveau, cette fois plus doucement, presque comme pour s'excuser. À cet instant, elle eut l'impression que le portail n'avait pas fini de parler. Le portail en fer se remit en place avec un léger soupir métallique, et la petite foule commença, à contre-cœur, à se disperser. Les gens s'éloignaient par deux ou par trois, parlant à voix basse mais avec animation, comme si la fermeture du portail avait libéré quelque chose qui devait maintenant être dit à haute voix. Mademoiselle Marple quitta Willowmere et retourna lentement vers Church Lane. Elle ne se pressait pas. Ce n'était pas nécessaire. Le village faisait déjà ce qu'il faisait le mieux, organiser les événements selon des schémas qui convenaient à sa compréhension. Au coin de la rue, près de la poste, Madame Hall s'était installée avec une rapidité remarquable, les mains occupées par un paquet qu'elle n'avait pas l'intention de finir. Madame Price s'attardait à proximité, attendant ostensiblement sa monnaie, et Madame Bantry, qui était venue en personne plutôt que d'envoyer sa domestique, signe indéniable de son intérêt, se tenait un peu à l'écart, écoutant avec une attention exercée. C'était donc juste à côté du portail, disait Madame Hall. À l'intérieur de la propriété, c'est ce qui rend cela si, enfin, significatif. À l'intérieur ou à l'extérieur, un mort est un mort, dit Madame Price, bien qu'elle se penchât en parlant. Savent-ils déjà qui il est? Non, répondit Madame Hall, mais je pense qu'ils le sauront bientôt. Ces choses-là finissent toujours par se savoir. Pauvre Monsieur Pritchard, il n'a eu que des ennuis depuis qu'il est arrivé ici. Mademoiselle Marple marqua une pause, l'air légèrement perplexe. « Vraiment ?» demanda-t-elle. Madame Hall sursauta légèrement. « Oh, Mademoiselle Marple, eh bien, rien de précis. Mais quand même, on entend des choses. C'est toujours le cas, dit Mademoiselle Marple. Je me demande quel genre de choses nous allons entendre maintenant. » Madame Bantry sourit faiblement. Quelles qu'elles soient, elles seront répétées assez souvent pour devenir vraies. Mademoiselle Marple inclina la tête. C'est très souvent le cas. En milieu de matinée, l'inspecteur Slack s'était installé à Willowmere et le corps avait été emporté avec une efficacité discrète. Le portail en fer restait désormais fermé, comme un avertissement tacite. Un agent de police se tenait à proximité, sa présence à la fois rassurante et légèrement théâtrale. Au presbytère, le téléphone sonnait sans discontinuer. Madame Clement, qui se targuait d'être calme et organisée, se trouva incapable d'empêcher la femme de chambre de rester près de la porte. « C'est tout simplement horrible », dit Madame Clement à Mademoiselle Marple en prenant son café. « Bien sûr, nous devons réserver notre jugement, mais on ne peut s'empêcher de se demander quel genre de personne finit ainsi. » Mademoiselle Marple remua sa tasse. « Beaucoup de gens différents ?» dit-elle.
souvent ceux qui se croyaient en sécurité. À Willowmere, Adrian Pritchard était assis seul dans son bureau. La pièce était rangée à l'extrême, chaque objet placé avec intention. Il fixait la cheminée vide, les doigts joints devant lui. Lorsque l'inspecteur Slack entra, il leva brusquement les yeux. « J'ai répondu à toutes vos questions, » dit Pritchard. « Je vous ai dit tout ce que je sais. » Slack s'assit en face de lui. « Je n'en doute pas, mais revoyons tout cela une fois de plus. Vous dites n'avoir rien entendu pendant la nuit. » « Non. » « Aucun visiteur ? » ?»« Aucun. » « Et pourtant, le corps a été retrouvé juste à l'intérieur de votre portail. » Pritchard serra les lèvres. « Je ne vois pas ce que cela prouve. »« Cela prouve, » dit Slack d'un ton calme, « que quelqu'un a choisi cet endroit. » Pritchard détourna le regard. Peut-être s'est-il effondré là, peut-être n'avait-il jamais eu l'intention d'entrer. Slack l'observait attentivement. « L'avez-vous reconnu ?» Il y eut un silence. Plus long cette fois. « Non », finit par répondre Pritchard. « Je ne l'ai pas reconnu. » Lorsque Slack partit, Pritchard se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, le portail en fer était immobile, ses barreaux noirs se détachant nettement sur l'allée pâle. Il ferma brusquement le rideau. À l'heure du déjeuner, l'identité du défunt était connue. Il s'agissait de Harold Wexley, un agent commercial récemment arrivé dans le quartier. Il avait pris une chambre au Blue Boar 2 nuits auparavant et avait posé de nombreuses questions sur les habitants de la région, en particulier sur Willowmere. Madame Finch, qui s'était quelque peu remise, fut la première à fournir cette information, qui se répandit rapidement. « Un étranger qui posait des questions », répéta Madame Hall, la satisfaction se glissant dans sa voix. « Comme je l'avais dit. »« Des questions sur M. Pritchard ?» demanda Madame Price. « Oui, sur son travail, son passé, d'où il venait. On se demande pourquoi. » Mademoiselle Marple, qui passait avec son panier, s'arrêta à nouveau. « On se pose toujours des questions, » dit-elle. « Mais j'ai remarqué que les réponses sont rarement là où on les attend. » Au Blue Boar, le propriétaire était impatient de nous aider. « Un type discret, » dit-il à propos de Wexley. Il restait dans son coin. Il buvait un verre le soir, posait des questions sur le village. Il semblait s'intéresser à M. Pritchard, oui. Mais bon, qui ne s'intéresse pas à lui? C'est un homme riche, n'est-ce pas? L'inspecteur Slack prit des notes. M. Wexley a-t-il reçu des visiteurs? Pas que je sache. A-t-il quitté l'auberge hier soir? Eh bien, il est sorti après le dîner. Il a dit qu'il allait se promener. Une promenade qui s'est terminée à Willowmere, murmura Slack. L'après-midi avançait, et avec lui, l'humeur du village changeait. Le choc initial s'était adouci pour laisser place à quelque chose de plus confortable. Des spéculations teintées de certitude. « C'est évident », déclara M. Bartlett au club. Ce Wexley faisait chanter Pritchard. Les choses ont dégénéré. « Je ne serais pas surpris », dit un autre. « Pritchard est beaucoup trop lisse. » Mademoiselle Marple, qui tricotait tranquillement dans un coin, écoutait sans faire de commentaires. Elle avait déjà entendu ce genre de propos, dans d'autres villages, dans d'autres circonstances. Il était réconfortant de désigner rapidement un coupable. Cela évitait d'avoir à y regarder de plus près. En fin de journée, l'inspecteur Slack rendit visite à Mademoiselle Marple. « Vous connaissez ce village depuis longtemps, » dit-il en acceptant la chaise qu'on lui offrait. « Que pensez-vous de tout cela ?»« Je n'en pense pas grand-chose pour l'instant, » répondit-elle. « Ce qui est souvent le signe qu'il y a encore beaucoup à penser. » Slack sourit faiblement. « Vous pensez que nous tirons des conclusions hâtives ?»« Je pense, » dit Mademoiselle Marple doucement, « que nous aimons beaucoup les schémas que nous reconnaissons, et que nous sommes très impatients avec ceux que nous ne reconnaissons pas. » Il se pencha en avant. « Vous vous méfiez de M. Pritchard ?»
Elle réfléchit. « Je me méfie de la certitude, dit-elle. Et je me méfie des portails. Des portails? Ils suggèrent des frontières, expliqua mademoiselle Marple. Et les frontières sont si souvent mal comprises. On croit qu'elles empêchent le danger d'entrer. Parfois, elles indiquent simplement où le danger choisit de s'arrêter. » Slack fronça les sourcils, puis rit brièvement. « Vous avez toujours su trouver les mots justes. » Alors qu'il partait, mademoiselle Marple se remit à tricoter. Dehors, le village se plongeait dans ses routines du soir. Les lampes s'allumaient, les portes se fermaient, les conversations reprenaient derrière les haies et les rideaux. À Willowmere, le portail en fer grinça une fois de plus lorsqu'on le testa, puis fut fermé à clé pour la nuit. Mademoiselle Marple leva les yeux au bruit, l'air pensif. Les serrures, songea-t-elle, arrivaient plutôt tard dans certaines situations. Le clic de la serrure à Willowmere résonna de manière décisive dans la rue calme, ponctuant définitivement une journée que le village n'oublierait pas de sitôt. Mademoiselle Marple l'entendit faiblement depuis Church Lane alors qu'elle se tenait à sa fenêtre, tirant le rideau avec précaution. Le son resta dans son esprit plus longtemps qu'il n'aurait dû, résonnant étrangement, comme une porte fermée trop tard pour avoir de l'importance. Cette nuit-là, Sainte Mary Mead dormit d'un sommeil agité. Les lumières restèrent allumées plus longtemps que d'habitude derrière les rideaux. Des voix murmuraient là où régnait habituellement le silence. Même les chiens du village semblaient agités, aboyant sans raison, puis se taisant brusquement. L'ordre familier avait été bouleversé, et même si personne ne savait encore précisément comment, tout le monde le sentait. Au matin, le malaise s'était transformé en détermination. À la table du petit-déjeuner et au comptoir des magasins, les conversations commencèrent à prendre une nouvelle assurance. La possibilité se transforma en probabilité. La probabilité en conviction. C'est Madame Price qui le dit la première, clairement et avec satisfaction, au comptoir de l'épicerie. Bien sûr que c'était du chantage. Ce genre de choses l'est toujours. M. Webb acquiesça avec empressement. Un homme vient poser des questions et il finit par mourir devant la porte de son voisin. Pas besoin d'être détective pour comprendre comment tout cela s'articule. Mademoiselle Marple, qui choisissait soigneusement des pommes, sourit faiblement. « C'est souvent le cas, dit-elle, et puis on découvre que le tableau a été accroché à l'envers. » Madame Price renifla. « Vous verrez. L'inspecteur Slack va régler cette affaire, en un rien de temps. » L'inspecteur Slack, quant à lui, faisait exactement ce que le village attendait de lui. Il était assis dans le petit bureau provisoire qu'il avait installé à Willowmere, des papiers étalés devant lui, les faits soigneusement classés par ordre. Harold Wexley, agent commercial, sans domicile fixe, questions posées, aucune raison claire donnée. Adrian Pritchard, nouveau venu prospère, passé secret, dernière personne connue liée à l'endroit où le corps a été trouvé. Comme plusieurs agents l'avaient fait remarquer avec approbation, c'était une ligne d'enquête très ordonnée. Pritchard lui-même fut convoqué une fois de plus. Il arriva rapidement, calme, même si la peau sous ses yeux portait les traces d'un sommeil agité. Il s'assit en face de Slack, les mains jointes. « Je crois comprendre que vous avez parlé à M. Wexley, » dit Slack. « Oui. »« Quand ?»« Hier après-midi. Il est venu à la porte. »« À la porte ?» répéta Slack. « Oui. Il n'est pas entré. Que voulait-il » Pritchard hésita, puis expira. Il a dit qu'il représentait une entreprise qui menait des enquêtes sur les antécédents. Il a laissé entendre, de manière assez insistante, qu'il y avait des éléments de mon passé qui pouvaient être mal interprétés. Et quelle a été votre réponse ? Je lui ai dit de partir. Avec fermeté ? Pritchard serra les mâchoires. Oui. Slack se pencha en arrière. L'avez-vous menacé ? Bien sûr que non. Mais vous étiez en colère. J'étais irrité,
corrigea Pritchard. Il y a une différence. Slack prit note. L'avez-vous revu? Non. En êtes-vous certain? Oui. La réponse fut trop rapide, et Slack le nota également. Dehors, le village continuait à se tourner vers la commodité. En fin de matinée, le récit s'était cristallisé. Harold Wexley avait tenté d'extorquer de l'argent. Adrian Pritchard avait refusé. Une confrontation s'était ensuivie. Le fait que personne n'ait été témoin d'une telle confrontation semblait presque hors de propos. Au Blue Boar, le propriétaire secoua solennellement la tête. « Je n'ai jamais aimé l'air de ce Wexley. Il se mêlait toujours de ce qui ne le regardait pas. »« Et M. Pritchard » demanda un habitué. « Il restait discret, » répondit le propriétaire. « Cela peut signifier beaucoup de choses. » Miss Marple prit sa place habituelle près de la fenêtre, sans toucher à son thé pour l'instant. Elle écoutait non seulement ce qui était dit, mais aussi ce qui n'était pas dit. Personne ne parlait d'un mobile autre que l'argent. Personne ne se demandait pourquoi un maître chanteur choisirait la porte d'un village plutôt qu'un rendez-vous privé. Personne ne se demandait pourquoi, si les esprits s'étaient échauffés, il n'y avait aucun signe de lutte. Les questions, réfléchit-elle, étaient souvent gênantes. Il était beaucoup plus facile d'accepter la forme qui se présentait d'elle-même. Cet après-midi-là, l'inspecteur Slack reçut un appel qui le réjouit. L'autopsie suggérait que Wexley était mort d'un coup à la tête. Aucune arme n'avait encore été identifiée, mais le timing correspondait parfaitement à sa visite à Willowmere. Slack s'accorda un bref moment de satisfaction. « Nous progressons, » dit-il au sergent. Lorsque mademoiselle Marple apprit la nouvelle, grâce à Cherry Baker, une fois de plus essoufflée, celle-ci s'était déjà transformée en quelque chose de plus concret. « Ils disent non que c'est un meurtre maintenant, » murmura Cherry, les yeux brillants, « et que M. Pritchard a de gros ennuis. »« Vraiment ?» demanda mademoiselle Marple d'un ton doux. « Eh bien, c'est sûr, non? Après tout ?» « Après tout, » répéta doucement mademoiselle Marple. « Beaucoup de choses semblent se succéder sans que ce soit réellement le cas. » Cherry fronça les sourcils, incertaine, et s'éloigna précipitamment. Mademoiselle Marple rendit visite à madame Bantry ce soir-là. Elles s'assirent ensemble tandis que la lumière déclinait, dans la pièce chaleureuse et bien rangée. « Tout semble plutôt évident, » dit madame Bantry en versant le thé, « ce qui me rend toujours nerveuse. »« Tout à fait, » acquiesça mademoiselle Marple. « L'évidence est très souvent un déguisement. »« Pensez-vous que Pritchard est coupable ?»« Je pense, » dit mademoiselle Marple, « que M. Pritchard est en train d'être soigneusement façonné. » Madame Bantry haussa un sourcil. « Par qui? Par nous ?» répondit mademoiselle Marple. « Nous avons trouvé une forme qui correspond à notre malaise, et nous le pressons soigneusement pour qu'il s'y conforme. » À Willowmere, Adrian Pritchard était de nouveau seul ce soir-là. La maison semblait différente, même si rien n'avait changé. Il se servit un verre qu'il ne voulait pas et resta debout à regarder la grille en fer à travers la fenêtre. Il se dit fermement que tout était sous contrôle. Le portail avait été verrouillé. Les questions avaient trouvé réponse. Le danger était maîtrisé. Et pourtant, il ne pouvait se débarrasser de l'image de Wexley debout juste derrière le seuil, les barreaux de fer entre eux, parlant doucement, avec insistance. Les frontières, avait dit Wexley, étaient rarement là où les gens pensaient qu'elles étaient. Pritchard posa son verre sans y avoir touché. Le lendemain matin, la première accusation officielle fut prononcée. L'inspecteur Slack informa Pritchard qu'il était la principale personne d'intérêt dans l'enquête. Les mots furent prononcés avec soin, de manière professionnelle, mais ils avaient du poids. « Je vois, » dit Pritchard très calmement. « Vous comprenez ?» ajouta Slack. « Cela ne signifie pas... »« Je comprends ce que cela signifie, » l'interrompit Pritchard. « Parfaitement. » La nouvelle se répandit à St. Mary Mead à une vitesse remarquable.
Eh bien, voilà, dit Madame Price. Comme nous le pensions. Un sentiment de soulagement s'abattit sur le village comme une couverture. Un suspect avait été désigné. La peur avait désormais un nom, un visage, un endroit où s'asseoir. Mademoiselle Marple, passant devant Willowmere, s'arrêta brièvement devant le portail en fer. Il était fermé, solide, respectable. Elle posa légèrement sa main sur le métal froid. « Tout est si bien rangé », murmura-t-elle. Mais elle savait, grâce à sa longue expérience, que les choses ordonnées étaient souvent arrangées ainsi pour dissimuler le désordre qui se cachait derrière. Le fer était froid sous les doigts de mademoiselle Marple, plus froid que ne le méritait l'air matinal. Elle retira enfin sa main et continua à descendre la ruelle, d'un pas tranquille, l'air serein. Derrière elle, Willowmere restait silencieux, son portail fermé avec un air de finalité que le village trouvait profondément rassurant. Cependant, au sein même de ce sentiment de sécurité, quelque chose avait commencé à s'installer trop rapidement. À midi, l'idée qu'Adrian Pritchard était le coupable inévitable avait pris le poids d'un fait avéré. Elle se manifestait dans des voix baissées, respectueusement, et dans des regards échangés, avec la confiance d'une compréhension partagée. Même ceux qui professaient leur sympathie le faisaient avec une certaine prudence, comme s'ils craignaient que cela ne leur soit reproché plus tard. Chez le boucher, Madame Price se pencha vers le comptoir. C'est triste, bien sûr. Mais quand on pense au genre d'homme qui arrive de nulle part avec de l'argent et des secrets, on ne peut guère s'en étonner. Mademoiselle Marple, qui choisissait un morceau d'agneau modeste, inclina la tête. « On est surpris, dit-elle doucement, que lorsqu'on s'attend à autre chose. » Madame Price la regarda d'un air sévère. « Vous n'y croyez donc pas ?»« Je crois, » dit mademoiselle Marple, « que la croyance est une chose très puissante, parfois plus forte que la vérité. » Madame Price renifla. L'inspecteur Slack semble convaincu. L'inspecteur Slack ressentait en effet une satisfaction professionnelle grandissante. Les pièces du puzzle s'assemblaient. L'aveu de Pritchard concernant sa rencontre avec Wexley, la menace implicite, le coup à la tête, le corps retrouvé à sa porte, tout cela formait un récit qui ne nécessitait aucun effort particulier. Et les récits, réfléchit Slack, étaient plus faciles à gérer que les possibilités. Il s'assit une fois de plus en face d'Adrian Pritchard, cette fois-ci avec moins de cérémonie. « Je crains que nous ayons besoin que vous restiez disponible, » dit-il, « et je dois vous interroger à nouveau sur la nuit dernière. » Le sang-froid de Pritchard commençait à s'effriter, mais seulement à la surface. « Je vous ai tout dit. Faites-moi plaisir. » Je me suis couché peu après 23 heures. J'ai lu un moment, puis je me suis endormi. Pas de visiteurs, pas de bruit. « Le portail, » dit soudain Pritchard. À un moment donné, j'ai cru l'entendre, mais je n'y ai pas prêté attention. Il grince, il a toujours grincé. Slack interrompit son écriture. Vous n'en aviez pas parlé auparavant. Cela me semblait insignifiant. Vraiment ? Pritchard détourna le regard. À ce moment-là, oui. Slack prit une autre note. Les détails insignifiants avaient tendance à devenir très significatifs. Alors que les soupçons se précisaient, Mademoiselle Marple élargissait son champ d'investigation. Elle accepta une invitation à prendre le thé au presbytère, où Madame Clement était dans un état d'inquiétude fébrile. « Quel choc pour la paroisse !» dit Madame Clement. « Et pauvre Monsieur Pritchard. S'il est innocent, on peut difficilement imaginer pire épreuve. »« Si, » répéta doucement Mademoiselle Marple. Madame Clement lui jeta un coup d'œil. « Vous pensez qu'il ne l'est peut-être pas ?»« Je pense, » dit Mademoiselle Marple, « que l'innocence et la culpabilité sont rarement aussi claires que nous le souhaiterions. » Cet après-midi-là, Mademoiselle Marple fit une promenade plus longue que d'habitude, empruntant délibérément des chemins qu'elle n'avait pas pris depuis longtemps. Elle s'arrêta près de la haie, près du sentier où Harold Wexley
aurait été vue en train de marcher. Elle remarqua la terre éraflée, l'herbe repliée sur elle-même, comme si quelqu'un était resté là plus longtemps que nécessaire. Au Blue Boar, elle commanda une limonade et s'assit à un endroit d'où elle pouvait observer sans se faire remarquer. Le propriétaire tenait salon. « Croyez-moi, dit-il, Pritchard est fini ici. Même s'il ne le pende pas, il ne sera plus jamais à l'aise. » « Wexley venait-il souvent ici ?» demanda mademoiselle Marple lorsqu'il y eut une pause. Le propriétaire cligna des yeux. Seulement 2 nuits. Et parlait-il de M. Pritchard avec colère? Pas avec colère, plutôt déterminé, comme un homme qui a une mission. Mademoiselle Marple sourit faiblement. La détermination peut être plus dangereuse que la colère. Le propriétaire rit d'un air hésitant et la conversation revint sur un terrain plus sûr. Le soir venu, le village commença à faire preuve de cette courtoisie particulière qu'il réservait au scandale. Les gens traversèrent la route pour éviter Willowmere, non par peur, mais par délicatesse et respect pour la tragédie. Et peut-être aussi pour leur propre conclusion. Miss Marple, cependant, rendit une nouvelle visite. Elle se tenait à nouveau devant le portail en fer, cette fois à la tombée de la nuit. Les barreaux projetaient de longues ombres sur l'allée, s'étirant vers la maison comme des doigts avides. « Des frontières », murmura-t-elle, « et des représentations. » Une voix derrière elle dit « Miss Marple ?» Elle se retourna et vit l'inspecteur Slack s'approcher, son chapeau à la main. « Je pensais vous trouver ici, » dit-il. « Vous avez été très occupé aujourd'hui. »« Vraiment ?» demanda-t-elle aimablement. « Je n'ai fait que marcher. »« Et parler. »« C'est normal, » répondit mademoiselle Marple. « C'est remarquable ce que les gens vous racontent quand ils pensent que l'histoire est terminée. » Slack hésita. « Vous n'êtes pas d'accord avec la direction prise par l'enquête. »« Je ne suis pas en désaccord, » corrigea-t-elle. « Je me demande simplement pourquoi cela semble si confortable. » Il fronça les sourcils. « Le confort ne me concerne pas. »« Il devrait, » dit mademoiselle Marple doucement. « Le confort émousse la curiosité. » Slack regarda à nouveau la porte. Tout pointe vers lui. « Tout ce qui le souhaite, » dit-elle. « Mais dites-moi, inspecteur, pourquoi tuer un homme à votre propre porte ?» Slack se raidit. « La colère, la panique. »« Peut-être, » concéda mademoiselle Marple. « Ou peut-être parce que ce portail était important pour quelqu'un. »« Important comment ?» Elle lui sourit. « Je pense que c'est la question qui n'a pas encore été posée. » À l'intérieur de Willowmere, Adrian Pritchard allait et venait nerveusement d'une pièce à l'autre. La maison ne lui semblait plus être un refuge. Elle ressemblait davantage à une scène sur laquelle il était observé de tous côtés. Il s'arrêta une fois de plus devant la fenêtre du bureau. Le portail était désormais plongé dans l'obscurité, presque invisible, mais il pouvait le sentir, solide et accusateur. « Ils m'ont choisi », pensa-t-il. Et dans cette certitude, quelque chose d'autre remua en lui. Non pas la peur d'être démasqué, mais celle d'être incompris. La nuit s'installa sur St. Mary Mead, dans un calme trompeur. Les portes étaient verrouillées, les lampes éteintes, les jugements scellés pour le moment. Mademoiselle Marple était assise près de sa fenêtre, reprenant son tricot, l'esprit ailleurs. Le village avait trouvé son suspect, et elle, très discrètement, avait trouvé son premier doute. Les aiguilles à tricoter de mademoiselle Marple s'arrêtèrent, suspendues à la lumière de la lampe, tandis que ce doute s'organisait plus clairement dans son esprit. Dehors, le village était calme, enveloppé d'un silence qui suggérait le repos mais cachait souvent l'insomnie. Un renard aboya une fois, brusquement, puis se tut. Quelque part, une porte se ferma avec précaution. Elle reprit son tricot, mais ses pensées s'égarèrent ailleurs, revenant, ce n'était pas la première fois, à la grille en fer de Willowmere. Ce n'était pas la grille elle-même qui la troublait. Après tout,
Les grilles étaient monnaie courante. C'était la manière dont tout le monde en parlait, comme s'il s'agissait simplement d'un lieu, d'un décor, plutôt que d'un acteur à part entière des événements de la soirée. Elle avait remarqué que les gens avaient tendance à faire cela. Ils attribuaient une passivité aux objets afin de préserver leur certitude quant aux personnes. Le lendemain matin, le jour se leva, lumineux et anormalement doux pour la saison. St. Mary Mead, rassurée par la lumière du jour, reprit son rythme avec une confiance renouvelée. Des bouteilles de lait apparurent sur les pas de porte. Les rideaux étaient tirés. Les conversations, temporairement interrompues pendant la nuit, reprenaient là où elles s'étaient arrêtées. Miss Marple partit tôt, son panier au bras, son chemin la conduisant tout naturellement, aurait-elle pu dire, une fois de plus, devant Willowmere. Le policier était parti. Le portail restait fermé, mais il n'y avait pas de barrières officielles. La vie, semblait-il, était à nouveau autorisée à suivre son cours, bien que modifiée. Elle s'arrêta à une certaine distance, comme pour admirer les roses. Son regard se posa, avec désinvolture, sur l'allée de gravier. Elle était très bien entretenue. Trop bien entretenue, peut-être. Mademoiselle Marple savait que le gravier était impitoyable. Il gardait la trace des pas, même quand on aurait préféré qu'il ne le fasse pas. Pourtant, l'allée ne présentait aucune perturbation, à part le léger ratissage délibéré qui avait dû être effectué après l'enlèvement du corps. Quelqu'un avait fait attention. En soi, cela n'avait rien d'étonnant. Les gens rangeaient quand quelque chose de désagréable se produisait. Cela leur donnait un sentiment de contrôle. Mais quelque chose d'autre attira son attention. Juste à l'intérieur du portail, là où l'herbe rencontrait le gravier, il y avait une étroite bande de terre, plus sombre que le reste, légèrement compactée, comme si un pied s'y était posé plus longtemps que nécessaire. Pas tombé, pas lutter, simplement attendu. Mademoiselle Marple fronça très légèrement les sourcils. Attendre, songea-t-elle, était rarement accidentel. Elle continua son chemin sans faire de commentaires, mais l'image resta gravée dans son esprit. À la poste, le sujet principal de la matinée avait subtilement changé. « Eh bien, l'inspecteur Slack est très occupé », annonça Madame Hall. « On dit qu'il y a maintenant des papiers, des choses provenant du passé de cet homme. »« De M. Pritchard ?» demanda quelqu'un avec empressement. « Non, non, du défunt, Wexley. » Mademoiselle Marple leva les yeux. « Comme c'est intéressant, » dit-elle. « Je ne savais pas qu'il avait laissé autant de traces. » Madame Hall renifla. « De nos jours, tout le monde écrit quelque chose quelque part. »« C'est possible, » répondit Mademoiselle Marple. « Mais il est curieux de voir à quel point nous nous fions à ce qui est écrit et si peu à ce que nous observons. » Madame Hall ne répondit pas, déjà absorbée dans une réflexion plus gratifiante. Plus tard dans la matinée, Mademoiselle Marple rendit visite à Madame Finch, qui se remettait encore de son épreuve et avait besoin de compagnie. « Je n'arrête pas de le voir, » dit Madame Finch en tordant les mains dans son tablier. « Allongez-la, paisible presque, pas comme on pourrait s'y attendre. »« Pas comme on pourrait s'y attendre à quoi, ma chère ?» demanda Mademoiselle Marple. « À un homme qui a été agressé, » répondit Madame Finch. Il n'y avait pas de désordre, aucun signe de violence. Mademoiselle Marple acquiesça. Et pourtant, le médecin dit qu'il a été frappé. Oui, c'est ce qui m'intrigue. Comme il se doit, dit doucement Mademoiselle Marple. Madame Finch la regarda, surprise. Vous pensez ? Je pense, dit Mademoiselle Marple, que la violence est souvent plus bruyante que nous l'imaginons, même lorsqu'elle ne laisse que peu de traces. Dans l'après-midi, l'inspecteur Slack avait organisé une fouille plus approfondie de Willowmere. Adrian Pritchard était présent, mais il n'avait plus la même assurance que le premier jour. Il regardait les tiroirs être ouverts, les papiers examinés,
les pièces mesurées pour déterminer leur importance. « Vous comprenez, dit Slack, que c'est nécessaire. »« Je comprends, répondit Pritchard. Mais j'avoue que je ne vois pas ce que vous espérez trouver. Slack esquissa un sourire. Moi non plus. Pour l'instant. Mademoiselle Marple, invitée par Madame Bantry à observer discrètement depuis le salon, surveillait Pritchard de près. Il se tenait un peu à l'écart, les mains jointes derrière le dos, dans une posture impeccable. Seuls ses yeux le trahissaient, se déplaçant sans cesse, non pas vers les policiers, ni vers les meubles, mais vers la fenêtre, vers le portail. Ce n'était pas de la peur qu'elle voyait là, décida mademoiselle Marple. C'était quelque chose de plus précis, de l'anticipation. La fouille ne révéla rien d'intéressant dans l'immédiat. Aucune arme, aucun document compromettant. Slack dissimula son irritation derrière son sang-froid professionnel. Alors que les agents partaient, mademoiselle Marple s'attarda. « Monsieur Pritchard, dit-elle doucement, puis-je vous poser une question ?» Il se retourna, surpris, puis acquiesça. « Bien sûr. Vous avez dit que monsieur Wexley était venu à la porte dans l'après-midi. »« Oui, et qu'il vous avait parlé là. »« Oui, l'avez-vous invité à entrer ?» Pritchard hésita. « Non, pourquoi pas? Ce n'était pas nécessaire. »« En effet, dit doucement mademoiselle Marple. Et pourtant, quand on veut éviter d'être entendu, on entre souvent à l'intérieur. » Son regard s'aiguisa. « Je ne craignais pas d'être entendu. »« Non. » Mademoiselle Marple sourit. « Alors, vous deviez être très sûr de votre environnement. » Pritchard ne dit rien. Mademoiselle Marple inclina poliment la tête et se retira. Dehors, elle s'arrêta à nouveau près du portail. À la lumière du jour, il semblait tout à fait ordinaire, respectable, presque charmant à sa manière. Elle tendit la main et le toucha une fois de plus. Il ne bougea pas. Ce soir-là, l'inspecteur Slack rendit une nouvelle visite à mademoiselle Marple. « Vous étiez à Willowmere aujourd'hui, dit-il. »« Oui. Et vous avez parlé avec Pritchard ?»« Oui. Vous avez remarqué quelque chose ?» Mademoiselle Marple versa le thé. « J'ai remarqué plusieurs choses, dit-elle. Mais l'une d'entre elles en particulier me laisse perplexe. »« Oh, le portail, dit-elle. Il est considéré comme une frontière. Mais je pense qu'il servait d'invitation. » Slack fronça les sourcils. « Une invitation à quoi ? » ?»« À s'arrêter, répondit mademoiselle Marple. « À attendre, à être vu, ou à ne pas être vu. Cela semble être un fil très ténu. Les fils les plus importants le sont, dit-elle. Ils tiennent parce que nous les sous-estimons. » Slack se pencha en arrière, se frottant le menton. « Vous pensez que Wexley n'a pas été attaqué dans un accès de colère ? » « Je pense, dit Miss Marple avec prudence, qu'il n'a pas été surpris. » Slack resta silencieux pendant un moment. « Et je pense, ajouta-t-elle, que celui qui l'a frappé ne s'attendait pas à ce qu'il tombe là où il est tombé. » Dehors, le portail en fer de Willowmere était fermé, son ombre s'étirant sur l'allée alors que le soleil se couchait. Mademoiselle Marple regardait la lumière s'estomper, l'air pensif. Le village croyait avoir trouvé son explication, mais le moindre détail, une fois remarqué, avait commencé à démolir tranquillement cette explication. L'ombre du portail en fer s'allongeait sur le gravier, s'amenuisant à mesure que la lumière déclinait, et mademoiselle Marple se détourna de la fenêtre d'un mouvement doux et décidé. Il faisait maintenant tout à fait nuit. Le moment de l'observation était passé, et celui de l'écoute était revenu. Elle prit son châle et sortit, la porte se refermant derrière elle avec un clic familier qui appartenait plus au confort et à l'habitude qu'à la finalité. Le soir, St. Mary Mead avait l'air d'un endroit qui souhaitait être bien vu. Les lampes brillaient dans les salons où les fauteuils étaient disposés de manière agréable. Les tasses à thé étaient rincées
les journaux pliés, les voix baissées pour murmurer courtoisement. Et sous ce vernis, Mademoiselle Marple le savait, se cachèrent les petites fissures où la vérité se manifestait. Elle commença, comme elle le faisait souvent, par prendre le thé. Le salon de Madame Bantry était chaleureux et accueillant, le feu bien rangé, les rideaux tirés pour se protéger du froid. Un petit groupe s'était réuni, tout à fait par hasard, bien sûr. Madame Bantry elle-même, alerte et amusée. Madame Price, enthousiaste et décisive. Et Madame Clement, dont l'inquiétude s'exprimait par de petits soupirs et des ajustements de coussins. « Tout cela est terriblement troublant », disait Madame Clement lorsque Mademoiselle Marple entra. « On ne s'attend pas à ce que de telles choses se produisent ici. »« Les gens s'y attendent quelque part, » dit doucement Mademoiselle Marple. « Ils précisent rarement où. » Madame Price renifla. « Eh bien, ce n'est guère surprenant. Monsieur Pritchard n'a jamais été tout à fait stable. »« Stable ?» répéta Madame Bantry. « Il a redécoré la moitié de la maison 2 fois. »« C'est justement ça, » dit Madame Price. « Trop d'énergie. Les gens comme ça cachent en quelque chose. » Mademoiselle Marple prit place. « Où le recherche ?» dit-elle. Il y eut une brève pause, pendant laquelle le thé fut servi. « J'ai entendu dire, » dit Madame Bantry avec désinvolture, « que M. Wexley s'était intéressé à autre chose qu'aux affaires. » Madame Price se pencha en avant. « Que voulez-vous dire ? » ?»« Des questions personnelles. De vieilles relations. Des arrangements financiers datant d'il y a plusieurs années. » Mademoiselle Marple leva sa tasse. « Vous a-t-il interrogé ?» Madame Bantry esquissa un sourire. « Il m'a demandé si je me souvenais d'une entreprise à Croydon qui avait fait faillite il y a quelques années. Je lui ai répondu que je m'en souvenais très peu précisément, ce qui était vrai. Et pourtant, dit Mademoiselle Marple, sauf vous vous souvenez avoir posé la question. » Les yeux de Madame Bantry clignèrent. Oui, la conversation dériva alors, mais quelque chose avait été libéré. Les mots polis commencèrent à relâcher leur emprise sur la discrétion. Plus tard dans la soirée, Mademoiselle Marple fit une deuxième visite, cette fois au presbytère. Madame Clement l'accueillit avec un certain soulagement. « Je suis si contente que vous soyez venue, » dit-elle. « J'ai réfléchi toute la journée. »« Cela peut être une occupation épuisante, » répondit gentiment Mademoiselle Marple. Madame Clement sourit faiblement. « Je n'arrête pas de me demander si nous avons été justes. Envers M. Pritchard, je veux dire. La justice est souvent reportée, dit Mademoiselle Marple, jusqu'à ce que la certitude semble plus sûre. » Madame Clement hésita, puis dit « Il y a eu une lettre, il y a quelques semaines. Elle était adressée à M. Pritchard, mais elle a été livrée ici par erreur. L'écriture m'était inconnue. »« Et vous l'avez transférée ?» demanda Mademoiselle Marple. « Bien sûr, immédiatement. Je ne l'ai pas lue. »« Bien sûr, » répéta Mademoiselle Marple. « Mais je me souviens, » ajouta doucement Madame Clement, « que l'adresse de retour était à Londres et que M. Pritchard semblait perturbé quand je lui en ai parlé. »« Perturbé comment ?»« Comme s'il s'attendait à autre chose. » Mademoiselle Marple la remercia et prit congé. Dehors, le village était silencieux. La nuit s'était installée. Quelque part, un portail grinçait faiblement, un autre portail ailleurs, mais le son portait juste assez pour lui rappeler Willowmere. Le lendemain matin, un événement survint que le village accueillit avec un enthousiasme presque palpable. L'inspecteur Slack annonça qu'une enquête était en cours sur des irrégularités financières liées à Adrian Pritchard. Rien de concluant, mais suffisamment pour justifier une attention particulière. Suffisamment, en tout cas, pour durcir les opinions. « Eh bien, voilà !» déclara Madame Price. « Des problèmes d'argent, cela explique tout. » Mademoiselle Marple ne dit rien.
Elle regardait Adrian Pritchard traverser la pelouse, marchant avec un calme délibéré malgré les regards qui le suivaient. Ses épaules étaient droites, son regard fixé devant lui. Il s'arrêta brusquement lorsqu'il la vit. « Mademoiselle Marple, dit-il. « Puis-je vous parler ?»« Bien sûr, répondit-elle. Ils marchèrent ensemble sur une courte distance, sans parler au début. « Vous pensez que je suis incompris ?» dit enfin Pritchard. « Je pense, répondit mademoiselle Marple, que vous êtes simplifié. » Il eut un petit rire. « C'est peut-être pire. »« Parfois, admit-elle. » Il hésita, puis dit « Monsieur Wexley m'a menacé. »« Oui, dit mademoiselle Marple. Mais les menaces varient en intensité. Il a prétendu avoir des informations. Sur mon passé. Sur un échec professionnel qui n'était pas tout à fait honnête. » Et c'était le cas. Oui. « Alors pourquoi, demanda doucement mademoiselle Marple, ne l'avez-vous pas invité à entrer ?» Pritchard s'arrêta de marcher. « Parce que, dit-il après un moment, je voulais qu'il parte en présence de témoins. » « Pour qu'on vous voie le refuser. »« Oui. »« Et pourtant, dit mademoiselle Marple, vous étiez seul à la porte. » Il détourna le regard. « Les gens passent. Ils voient. Ils voient des formes, dit-elle. Pas des significations. » Il ne dit rien de plus, mais son visage avait changé, ses traits s'étaient crispés, comme s'il avait admis une dispute privée. Cet après-midi-là, l'inspecteur Slack procéda à une arrestation. Adrian Pritchard fut emmené pour un interrogatoire plus approfondi, officiel cette fois. Le village accueillit la nouvelle avec un soupir collectif. Le soulagement s'installa comme la poussière après un mouvement. « Eh bien, dit madame Hall, c'est terrible, mais mieux vaut savoir. » Mademoiselle Marple se tenait près de la fenêtre de la poste, son reflet se superposant faiblement à la rue au-delà. « Mieux vaut savoir, pensa-t-elle, que demander. » À Willowmere, la maison était désormais fermée, les rideaux tirés. Le portail en fer restait verrouillé. Mademoiselle Marple s'y rendit une fois de plus, seule. Elle se tint juste derrière le portail, sur l'étroite bande de terre qu'elle avait remarquée auparavant. Le sol était ferme sous ses chaussures pratiques. Elle leva les yeux vers la maison, vers les fenêtres sombres, puis baissa à nouveau le regard vers l'endroit où quelqu'un avait attendu. Attendre exigeait de la confiance. La confiance exigeait l'assurance du résultat. Elle se retourna au bruit de pas. C'était l'inspecteur Slack. « Vous aviez raison, » dit-il sans préambule. « Les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en avaient l'air. »« Les choses le sont rarement, » répondit mademoiselle Marple. « Nous avons trouvé de la correspondance, » poursuivit-il, « entre Wexley et quelqu'un d'autre. Pas Pritchard ? Des arrangements, des rendez-vous reportés. » Les yeux de mademoiselle Marple s'aiguisèrent. « Reportés ? Oui. L'un d'eux était prévu le soir de sa mort, mais pas à Willowmere. »« Où alors ?» Slack hésita. « Près du vieux pont piétonnier, près des prairies. » Mademoiselle Marple acquiesça lentement. « Alors, le portail n'était pas la destination. »« Non, » dit Slack, « c'était l'interruption. » Ils restèrent silencieux un moment, les barreaux de fer entre eux et la maison. « Quelqu'un l'a redirigé, » dit Slack, « et voulait qu'il soit visible. »« Ou voulait qu'il attende, » dit mademoiselle Marple, « pour être frappé là où le village pourrait le voir. » Slack prit une inspiration. « Vous pensez que le véritable rendez-vous était ailleurs. »« Je pense, » dit mademoiselle Marple, « que les endroits respectables sont très utiles pour commettre des actes que l'on souhaite dissimuler. » Slack jeta un coup d'œil à la porte, puis la regarda à nouveau. « On nous a induits en erreur. »« Oui, » dit-elle, très poliment. Alors qu'il s'éloignait, mademoiselle Marple resta un peu plus longtemps, la main posée légèrement sur le fer. Le village avait commencé à se fissurer, pas bruyamment,
Pas encore, mais suffisamment pour que la vérité puisse s'y infiltrer. Le portail en fer émit un léger bruit alors que les pas de l'inspecteur Slack s'éloignaient. Non pas le grincement familier du mouvement, mais un petit clic de protestation, comme si le métal lui-même s'opposait à être laissé seul avec des affaires inachevées. Mademoiselle Marple retira sa main et se détourna, son esprit s'adaptant déjà à la nouvelle donne. Elle savait que le village n'accepterait pas cette nouvelle incertitude de bon gré. Le lendemain matin, St. Mary Mead était à nouveau en ébullition, mais d'une manière différente cette fois-ci. Le réconfort d'avoir un coupable désigné avait été perturbé, et cette perturbation s'accompagnait d'une pointe d'irritation plutôt que de peur. Les gens n'aimaient pas qu'on leur demande de revoir leurs conclusions. Cela impliquait des efforts, et pire encore, des responsabilités. À la poste, la voix de Madame Hall trahissait une gaieté forcée. Eh bien, apparemment, ce n'est pas aussi simple qu'il le pensait. Madame Price fronça les sourcils. « Comment ça, pas simple? Ils l'ont emmené, non? »« Oui, mais... » Madame Hall baissa la voix. « J'ai entendu dire qu'ils avaient peut-être agi précipitamment. »« Précipitamment ?» répéta Madame Price d'un ton sec. « Après tout ça ?» Mademoiselle Marple choisit un timbre, d'un ton doux. « Après tout quoi, ma chère ?» Madame Price rougit. « Après tout ce que nous savons. »« Ah !» dit Mademoiselle Marple. « Cela change tout. » Le deuxième incident survint peu avant midi. L'inspecteur Slack, se déplaçant avec la vivacité d'un homme contraint d'abandonner une ligne de pensée pour une autre, annonça qu'Harold Wexley était attendu ailleurs, le soir de sa mort. La rencontre près du vieux pont piétonnier, reportée 2 fois puis reprogrammée, était désormais au centre de l'enquête. « Près des prairies ?» s'exclama Madame Bantry lorsque Mademoiselle Marple lui apporta la nouvelle. « Que diable faisait-il là-bas ?»« Cela, » répondit Mademoiselle Marple, « dépend beaucoup de la personne qui l'attendait. » Les spéculations changèrent-elles brusquement, comme un troupeau effrayé qui prend une nouvelle direction. Le portail de Willowmere perdit légèrement de son importance. La passerelle, les prairies et les abords, moins respectables du village, furent désormais au centre de l'attention. « Eh bien, cela aurait pu être n'importe qui, » dit Madame Clement avec inquiétude. « Les gens se promènent là tout le temps. »« Vraiment ?» demanda Mademoiselle Marple. « La nuit ?» Madame Clement hésita. « Pas souvent. Cet après-midi-là, l'inspecteur Slack se rendit lui-même dans les prairies, accompagné d'un agent et, par hasard, comme il le dira plus tard, de Mademoiselle Marple, qui faisait justement une longue promenade. La vieille passerelle enjambait un ruisseau étroit, ses planches de bois lissées par des années d'utilisation. Les roseaux bruissaient sur les bords, et le chemin au-delà disparaissait à l'horizon vers un bosquet d'arbres. « C'est ici que la rencontre devait avoir lieu, » dit Slack. « Nous avons trouvé des traces ici, de la terre remuée, des cendres de cigarettes. » Mademoiselle Marple baissa les yeux. « Encore une attente, » murmura-t-elle. « Vous pensez que Wexley est venu ici en premier ?»« Je pense qu'il comptait le faire, » dit-elle. « Puis quelque chose l'a fait changer d'avis. Ou quelqu'un l'a fait. » Slack fronça les sourcils. « Pourquoi aller à Willowmere ?»« Pour s'adapter, » répondit Mademoiselle Marple. « Pour signaler sa présence. Ou pour faire pression. Sur Pritchard. »« Sur quelqu'un qui souhaitait que Pritchard soit remarqué, » corrigea-t-elle. Slack se redressa lentement. « Vous dites que le portail était un appât. »« Oui, » répondit simplement Miss Marple. « Un appât respectable et visible. » Cette conclusion ne lui plaisait guère. Il fixa le pont, puis regarda en arrière le long du chemin. « À qui cela profite-t-il » demanda-t-il. Miss Marple sourit faiblement. C'est généralement la bonne question. Mais les réponses sont souvent gênantes. Le village trouva cette diversion profondément insatisfaisante. « Tout cela devient très confus » se plaignit Madame Hall.
D'abord une chose, puis une autre. On n'arrive pas à suivre. Mademoiselle Marple compatit. La vérité a tendance à refuser d'être ordonnée. Néanmoins, dit fermement Madame Price, Monsieur Pritchard n'est pas entièrement innocenté, n'est-ce pas? Non, acquiesça Mademoiselle Marple. Mais il n'est plus suffisant. C'est peut-être cela, plus que toute autre chose, qui les a déstabilisés. En fin d'après-midi, Adrian Pritchard a été libéré dans l'attente d'un complément d'enquête. Il est retourné à Willowmere sous le regard curieux et discret du village, qu'il observait avec un intérêt renouvelé. Son visage était pâle, ses mouvements précis, comme s'il mesurait soigneusement chaque pas. Mademoiselle Marple l'a croisé par hasard près du green. « Vous voyez, dit-il amèrement, comme il s'adapte vite. Hier, j'étais coupable. Aujourd'hui, je suis simplement inadéquat. Ils s'adapteront à nouveau, dit doucement Mademoiselle Marple. Les villages s'adaptent très facilement. Il la regarda d'un air sévère. Savez-vous qui a fait ça? Je sais, dit-elle, que celui qui a fait ça voulait que vous soyez exactement là où vous étiez. À ma porte? Oui. Et maintenant? Maintenant, répondit Mademoiselle Marple, ils doivent réagir au fait que vous n'étiez pas à la hauteur. Il rit sans humour. Quelqu'un d'autre doit donc prendre la relève. Ou être désigné, dit-elle. Ce soir-là, le deuxième choc fit pleinement effet. L'inspecteur Slack annonça qu'un autre nom était apparu dans la correspondance de Wexley. Une femme de la région, respectable. Le village retint collectivement son souffle. « Eh bien, dit Madame Bantry, les yeux brillants, c'est intéressant. » Mademoiselle Marple ne fit aucun commentaire. Elle pensait à la façon dont la respectabilité fonctionnait à la fois comme bouclier et comme arme. Le nom ne fut pas rendu public, immédiatement, mais il se répandit néanmoins, porté par des regards et des demi-phrases. Elle a toujours été si discrète. Je n'ai jamais fait confiance à ce genre de personne. Elle se promène dans les prés, vous savez. À la tombée de la nuit, les soupçons avaient été redirigés, pas de manière nette, mais de façon décisive. Une deuxième silhouette se dessinait, moins nette que la première, mais suffisamment convaincante pour satisfaire le besoin d'élan du village. Mademoiselle Marple se rendit une nouvelle fois à Willowmere. La maison était désormais éclairée. Pritchard s'y déplaçait, seul. Le portail en fer restait fermé, son ombre moins accusatrice qu'auparavant, presque atténuée. Elle resta un instant immobile, puis se détourna. Cette fois, son chemin la conduisit vers les prairies. La passerelle était calme sous le clair de lune, le ruisseau murmurant doucement en dessous. Mademoiselle Marple s'y arrêta, la main posée sur la rampe usée. C'était donc là, pensa-t-elle, l'endroit qui devait être caché. Une silhouette s'approcha le long du chemin, lentement, délibérément. Miss Marple ne se retourna pas tout de suite. « Vous n'êtes pas aussi prudent que vous le pensez, » dit-elle calmement. La silhouette s'arrêta. « Vous avez laissé le portail attirer l'attention, » poursuivit Miss Marple, « pendant que vous régliez les choses ailleurs. » Très intelligent, très poli. Il y eut un silence, puis une voix posée répondit. « Vous devriez rentrer chez vous, Miss Marple. » Elle se retourna alors, le regard fixe. « Je vais le faire, » dit-elle. « Mais je voulais d'abord voir si vous viendriez. » La silhouette ne s'approcha pas, ni ne recula. « Vous avez mal calculé, » poursuivit Mademoiselle Marple doucement. « Pas dans votre planification, dans votre compréhension des gens. Vous avez supposé que nous nous arrêterions une fois que nous aurions trouvé une forme qui nous plaisait. Et vous ne l'avez pas fait, dit la voix. « Non, » admit Mademoiselle Marple, « parce que les formes qui s'adaptent trop bien sont généralement des déguisements. » Le silence s'épaissit, lourd de non-dits. Finalement, la silhouette reprit la parole.
Vous ne pouvez rien prouver. » »« Pas encore, » dit mademoiselle Marple. « Mais vous avez été obligé de vous adapter. C'est toujours révélateur. » Elle recula, laissant la distance se rétablir. « Bonne nuit, » dit-elle. Alors qu'elle s'éloignait, le ruisseau continuait son doux murmure, indifférent à la culpabilité ou à l'innocence. Derrière elle, la silhouette restait près de la passerelle, parfaitement immobile. La deuxième perturbation avait fait son effet. Le village n'allait plus trouver le sommeil facilement. Mademoiselle Marple s'éloigna de la passerelle sans se presser, d'un pas mesuré, le dos droit, comme si elle s'était simplement arrêtée pour admirer l'eau et avait trouvé l'air du soir de plus en plus frais. Elle ne regarda pas derrière elle. Cela aurait modifié l'équilibre du moment, et elle savait que l'équilibre était très important. Derrière elle, le ruisseau continuait à couler tranquillement, adoucissant les contours du son et du secret. Lorsqu'elle arriva au virage du chemin, la silhouette près du pont ne l'avait pas suivie. Cela, en soi, lui apprenait quelque chose. Elle dormit peu cette nuit-là, bien qu'elle fût allongée, immobile, à écouter les craquements familiers de sa maison et le bruissement lointain des arbres. L'aube arriva, pâle et hésitante, comme si elle ne savait pas si elle était la bienvenue. Sainte Mary Mead se réveilla avec elle, inquiète et alerte. La deuxième perturbation ne s'était pas dissipée aussi facilement que la première. Au contraire, elle planait, sans solution, créant une agitation qui s'exprimait par des regards perçants et des conversations trop animées. Les gens souriaient trop vite. Des questions étaient posées, puis retirées. À la poste, la voix de Madame Hall montait et descendait avec une animation fragile. Tout est terriblement compliqué maintenant. On ne sait plus quoi penser. C'est généralement le début de la compréhension, dit mademoiselle Marple d'un ton doux. Madame Hall fronça les sourcils. Vous croyez ? Oui, dit mademoiselle Marple. La certitude est souvent la fin. L'inspecteur Slack arriva peu après, l'air fatigué mais déterminé. Il accepta le thé qui lui était offert sans faire de commentaire. « Vous êtes sorti tard, dit-il. « Oui. »« Vous vous êtes promené ? » ?»« Oui. » Il l'observa attentivement. « Vous avez rencontré quelqu'un ?» Mademoiselle Marple sourit. « Cela arrive souvent. Ont-ils dit quelque chose d'utile ? » « Ils ont très peu parlé, » répondit mademoiselle Marple. « Ce qui était utile en soi. » Slack soupira. « Je tourne en rond. »« Non, » dit-elle doucement. « Vous réduisez le champ des possibilités. » Il ne semblait pas convaincu, mais on pouvait lire le soulagement dans ses yeux. Cet après-midi-là, mademoiselle Marple mit son test à l'épreuve. Elle s'y prit très simplement, sans dramatiser, sans suggérer qu'il s'agissait d'un piège. En effet, n'importe quel observateur n'aurait vu qu'une femme âgée, vaquant à ses occupations habituelles, s'arrêtant ici et là pour discuter, un sac à tricot sur le bras. Elle commença par madame Clement. Elles s'assirent ensemble dans le jardin du presbytère où les dernières roses s'accrochaient encore obstinément à leurs tiges. « Je me suis promenée dans les prés hier soir, » dit mademoiselle Marple sur le ton de la conversation. « C'est un endroit si paisible. » La main de madame Clement s'immobilisa un bref instant sur sa tasse de thé. « La nuit ? » ?»« Oui. Je pense que cela doit être plutôt solitaire, » dit madame Clement avec prudence. « La solitude peut être utile, » répondit mademoiselle Marple. « Elle permet de réfléchir sans être interrompue. » Madame Clement sourit faiblement. Certaines pensées ont intérêt à être interrompues. « Vraiment ?» demanda mademoiselle Marple d'un ton doux. Madame Clement ne répondit pas tout de suite. Lorsqu'elle le fit, ce fut pour parler du temps. Mademoiselle Marple remarqua cette diversion et passa à autre chose. Sa deuxième visite fut pour madame Bantry. « L'inspecteur Slack m'a dit, » dit mademoiselle Marple, « que le rendez-vous de monsieur Wexley près de la passerelle n'était pas son seul rendez-vous ce soir-là. » Madame Bantry haussa les sourcils. «
Vraiment? Oui, on l'attendait plus tard dans un endroit plus respectable. Le sourire de Madame Bantry s'accentua. C'est tout à fait lui. En effet, acquiesça Mademoiselle Marple, et très utile. Les endroits respectables constituent une excellente couverture. Madame Bantry rit. Vous donnez l'impression que c'est une stratégie. C'est souvent le cas, dit Mademoiselle Marple, quand les gens ont peur d'être vus. Ce soir-là, Mademoiselle Marple rendit visite à Adrian Pritchard. Willowmere semblait différente maintenant que les soupçons ne pesaient plus aussi lourdement sur elle. Les pièces étaient inchangées, mais l'atmosphère était tendue, comme si la maison retenait son souffle. « Je vous dois des excuses », dit Pritchard d'un ton sec lorsqu'elle fut introduite. « Pour les ennuis. »« Ce n'est pas nécessaire, » répondit Mademoiselle Marple. « Les ennuis ont toujours le don de nous trouver. » Elle regarda autour d'elle, puis dit « Puis-je vous demander si vous vous êtes déjà promené dans les prés la nuit ?» Pritchard secoua la tête. « Jamais. Je n'avais aucune raison de le faire. »« Aucune raison, » répéta Mademoiselle Marple. « C'est très rassurant. » Il la regarda d'un air perçant. « Vous pensez que quelqu'un d'autre en avait une ?»« Oui, » dit-elle, et souhaitait qu'elle reste invisible. Elle se leva peu après, le laissant debout près de la fenêtre, le regard une fois de plus attiré vers le portail. La dernière partie de son test eut lieu le lendemain matin. Mademoiselle Marple marcha délibérément vers la passerelle en plein jour, d'un pas tranquille, sa présence indéniable. Elle s'arrêta au milieu, s'appuyant légèrement sur la balustrade, et se mit à tricoter. Elle ne tarda pas à être rejointe. La femme s'approcha par le chemin derrière les arbres, d'un pas posé, l'expression soigneusement neutre. Elle s'arrêta à quelques pas. « Vous ne devriez pas être ici seule, » dit la femme. Mademoiselle Marple leva les yeux, agréablement surprise. « Oh, je suis en sécurité, merci. Cet endroit est devenu associé, » dit la femme. « Oui, » acquiesça Mademoiselle Marple. « À la tente. » Les lèvres de la femme se serrèrent. « Si vous avez quelque chose à dire ?»« Oui, » dit doucement Mademoiselle Marple. « Mais je voulais d'abord voir comment vous réagiriez. »« À quoi ?»« À la suggestion, » répondit Mademoiselle Marple, « que le portail a été choisi parce qu'il était visible et le pont parce qu'il ne l'était pas. » La femme garda son sang-froid, mais ses yeux se posèrent sur l'eau. « Vous avez fait en sorte que M. Wexley soit redirigé, » poursuivit Mademoiselle Marple. « Pas de force, de manière persuasive. Vous aviez compris qu'il souhaiterait se montrer avant de disparaître. »« Ce ne sont que des spéculations, » dit la femme d'un ton calme. « Oui, » acquiesça Mademoiselle Marple. « Mais ce sont des spéculations qui reposent sur la compréhension du comportement humain. Et vous pensez comprendre le mien. » « Je comprends, » dit doucement Mademoiselle Marple, « que vous avez attendu, que vous pensiez que l'attente vous protégerait. » La voix de la femme se refroidit. « Vous n'avez aucune preuve. »« Non, » dit Miss Marple, « mais j'ai votre réaction. » La femme rit doucement. « Une réaction ne prouve rien. »« Au contraire, » répondit Miss Marple, « elle prouve une adaptation. Vous étiez prête à faire face à la suspicion ailleurs. Vous n'étiez pas prête à faire face à moi. » Le regard de la femme se durcit. « Vous êtes une vieille femme qui aime les énigmes. » Mademoiselle Marple sourit. « Je suis une vieille femme qui aime les gens, et les gens, ma chère, se répètent. » Il y eut un long silence. Enfin, la femme dit « Qu'avez-vous l'intention de faire ?»« Rien, » répondit Mademoiselle Marple. « Du moins, rien de dramatique. Je vais vous laisser continuer. »« Continuer quoi ?»« À apporter de petites corrections, » répondit Mademoiselle Marple. « Elles deviendront plus visibles. » La femme la regarda longuement, puis se détourna sans un mot. Mademoiselle Marple la regarda s'éloigner, l'air pensif. Le test avait été lancé et la réponse était venue, non pas sous forme de confession, mais sous forme de fracture.
Cet après-midi-là, l'inspecteur Slack reçut un rapport. Une légère incohérence dans une déclaration faite précédemment. Une heure modifiée. Un détail révisé. La pression, marmonna-t-il. Oui, dit mademoiselle Marple. La pression révèle les failles. À la tombée de la nuit, le village devint plus calme qu'il ne l'avait été depuis des jours. Les conversations s'adoucissaient, les spéculations ralentissaient. Quelque chose bougeait désormais sous la surface, s'assemblant avec soin. Mademoiselle Marple rentra chez elle, son tricot intact. Le portail avait rempli son rôle. Le pont avait fait le reste. À présent, la vérité commençait enfin à les attendre. Le village n'annonça pas le changement lorsqu'il se produisit. Il n'y eut ni cri, ni revirement spectaculaire, ni excuse publique pour des conclusions tirées trop facilement. Au contraire, St. Mary Mead devint plus calme, comme si un mécanisme interne avait commencé à tourner plus lentement, forçant l'attention vers l'intérieur. Mademoiselle Marpin le ressentit immédiatement. Elle le remarqua dans la façon dont les gens marquaient une pause avant de parler, dans les regards qui s'attardaient trop longtemps avant de se détourner, dans les légères hésitations qui s'insinuaient dans des phrases autrefois prononcées avec assurance. La certitude avait relâché son emprise, et dans cet espace, la réflexion avait commencé, indésirable mais inévitable. Ce matin-là, elle était assise près de la fenêtre de devant, les mains posées sur son tricot, regardant Madame Price traverser la ruelle, puis s'arrêter brusquement, comme si elle reconsidérait sa destination. Madame Price resta un instant debout, le front plissé, puis fit demi-tour. L'ajustement, pensa mademoiselle Marple, s'annonçait toujours ainsi. L'inspecteur Slack arriva peu après, l'air calme mais concentré. Il ne s'assit pas tout de suite. « Nous avons dû revoir la chronologie, » dit-il. « Oui, » répondit mademoiselle Marple. « Les révisions ont tendance à se multiplier. La femme à qui vous avez parlé, près du pont, a modifié sa déposition, seulement légèrement. Mais cette modification comble une lacune et en crée une autre. » Mademoiselle Marple acquiesça. « C'est la difficulté avec les corrections. Elles doivent s'aligner sur tout le reste. » Elle dit maintenant qu'elle était chez elle plus tôt qu'elle ne l'avait initialement déclaré, poursuivit Slack. Pourtant, quelqu'un l'a vue près des prairies. « Quelqu'un de fiable » demanda mademoiselle Marple. « Assez fiable » répondit Slack d'un ton grave. Et elle ne peut pas expliquer cette contradiction sans en inventer une autre. Mademoiselle Marple esquissa un léger sourire. Inventer est un travail fatigant. Slack s'assit enfin. « Je pense que nous sommes proches du but. »« Proches » acquiesça mademoiselle Marple. « Mais pas encore tout à fait. » Le calme revint plus tard, discrètement. Il s'installa à Willowmere, parmi tous les endroits possibles. Adrian Pritchard, libéré, mais pas réhabilité, avait commencé à trier ses papiers avec la méthode et l'intensité d'un homme qui tente de reprendre le contrôle. Il agissait avec prudence, conscient que même à ce moment-là, ses gestes pouvaient être observés et interprétés. Il s'arrêta devant un dossier qu'il n'avait pas ouvert depuis des années. À l'intérieur se trouvaient des documents provenant de la société Croydon en faillite, des registres, de la correspondance, des contrats qui portèrent la faible empreinte de l'angoisse passée. Il les croyait enterrés, terminés. Pourtant, une lettre était posée sur le dessus, récemment placée là. Elle n'était pas signée. Elle était brève. Tu devais être vu. Tu n'étais pas censé être enlevé. La main de Pritchard trembla légèrement lorsqu'il la replia. Au presbytère, Madame Clement resta assise seule plus longtemps que d'habitude après le déjeuner, les mains inactives, les pensées agitées. Elle avait repassé plusieurs fois dans sa tête la conversation qu'elle avait eue avec mademoiselle Marple, chaque répétition révélant une nuance qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Certaines pensées sont mieux interrompues.
Pourquoi avait-elle dit cela? Parce que certaines pensées, réalisa-t-elle, étaient les siennes. Au Blue Boar, le propriétaire se corrigea 2 fois dans la même histoire, ajustant des détails que personne n'avait contestés. Son rire résonna trop fort, puis s'éteignit, et près de la passerelle, des marques faibles mais indubitables réapparurent dans la terre meuble, de nouvelles empreintes se superposant aux anciennes. Mademoiselle Marple se rendit au pont cet après-midi-là, non pas pour tester, ni pour provoquer, mais pour confirmer. Elle se tint à l'endroit où Wexley avait attendu, où quelqu'un d'autre avait attendu plus longtemps, et laissa la scène s'installer autour d'elle. L'eau murmurait. Les roseaux se courbaient et se redressaient. Tout continuait. Les contradictions, réfléchit-elle, ne criaient pas. Elles s'alignaient. Lentement, inexorablement, elles commençaient à s'accorder les unes avec les autres. L'inspecteur Slack la rejoignit, marchant avec précaution. « Elle a fait un autre changement, dit-il. Un petit changement. Elle dit maintenant qu'elle a posté une lettre ce soir-là. »« D'où » demanda mademoiselle Marple. « De la boîte aux lettres du village. » Mademoiselle Marple secoua doucement la tête. « Non. Non. Elle n'aurait pas pris le risque d'être vue là-bas, » dit mademoiselle Marple. Elle préférait les endroits qui semblaient fortuits, respectables, discrets. Slack fixa le ruisseau. « Vous en êtes certaine ?»« Oui, » répondit mademoiselle Marple. « Parce qu'elle se croit prudente. Les personnes prudentes n'improvisent pas en public. »« Elle a écrit à Pritchard, » dit lentement Slack. « Après la mort de Wexley. »« Oui, » dit Miss Marple. « Pas pour le menacer. Pour le rassurer, pour s'assurer qu'il resterait tel que nous l'avions déjà choisi. » Slack expira. Donc Wexley n'était pas le danger. « Non, » acquiesça Miss Marple. « Il était le levier. » Ils restèrent silencieux pendant un moment. « Elle vous a mal jugé, » dit Slack. « Oui, » répondit doucement mademoiselle Marple. « Et vous aussi. »« Et le village » ajouta-t-il. « Les villages, » répondit mademoiselle Marple, sont très utiles. Ils préfèrent les explications qui protègent leur image d'eux-mêmes. Le soir venu, l'alignement était complet. L'inspecteur Slack avait reconstitué la séquence. L'enquête de Wexley, son approche de plusieurs villageois, l'organisation de 2 réunions, l'une visible, l'autre cachée, la redirection vers Willowmere, le moment soigneusement choisi. Le coup porté non pas dans un accès de rage, mais dans un souci de correction, et toujours la présence discrète de quelqu'un qui ajustait plutôt qu'agissait ouvertement. L'arrestation s'est déroulée sans spectaculaire. Elle a eu lieu tôt le lendemain matin, avant que le village ne soit complètement réveillé. La femme n'opposa aucune résistance. Elle ne nia pas. « Je voulais seulement l'arrêter, » dit-elle calmement. Il aurait tout ruiné. « Tout » demanda Slack. « L'équilibre, » répondit-elle. « Le village. Ma position dans le village. Même la vôtre. » Miss Marple observait la scène de loin. Le visage impassible. Plus tard, lorsque l'inspecteur Slack vint la voir, sa voix était calme. « Elle a avoué l'avoir frappé, » dit-il, « mais pas l'avoir tué. Elle insiste sur le fait qu'elle pensait qu'il se remettrait. » Mademoiselle Marple acquiesça. Elle croyait que son contrôle allait plus loin qu'il ne l'était en réalité. « La porte, » dit Slack. « Pourquoi là ?»« Parce que, » répondit mademoiselle Marple, « cela lui permettait d'emprunter le jugement du village. Elle n'avait pas besoin d'accuser, seulement d'organiser. » Slack resta silencieux pendant un long moment. « Elle a failli réussir, » dit-il enfin. « Oui, » acquiesça mademoiselle Marple. « Parce que nous le voulions. » Dehors, la grille en fer de Willowmere était à nouveau déverrouillée, légèrement entr'ouverte. La maison derrière elle n'avait pas changé d'aspect, mais les ombres qu'elle projetait
avait changé. La vérité n'était pas arrivée avec force. Elle était arrivée, comme souvent, lorsque les contradictions avaient cessé de s'opposer et avaient commencé, tranquillement, à s'accorder. Le village s'était rassemblé sans avoir été convoqué. Ce n'était pas une assemblée officielle et elle ne se tenait pas dans une salle prévue à cet effet. Au contraire, les gens s'étaient retrouvés, par instinct plutôt que par instruction, attirés vers le salon du presbytère, où des chaises avaient été disposées avec une politesse qui suggérait un thé plutôt qu'un jugement. Miss Marple arriva la dernière. Elle prit place près de la fenêtre, les mains jointes sur les genoux, l'expression aussi douce que lors des innombrables après-midi de conversation anodine. Seuls ses yeux trahissaient sa vigilance, non pas par anticipation, mais par préparation. L'inspecteur Slack se tenait près de la cheminée, des papiers à la main. Il ne commença pas tout de suite, il laissa la pièce s'installer, respirer. Les faibles bruits du village au-delà, le cliquetis de la vaisselle, une voix lointaine, s'infiltrèrent, ancrant ce qui allait se passer dans la vie ordinaire. « Merci d'être venu, dit-il enfin. Je ne vous retiendrai pas longtemps. » Personne ne parla. Les visages se tournèrent vers lui, certains impatients, d'autres sur la défensive, d'autres encore soigneusement neutres. « Ceci, poursuivit Slack, n'est pas un tribunal. Ce qui sera dit ici ne remplace pas ce processus. Mais cela peut vous aider à comprendre ce qui s'est passé ici, entre vous. » Un murmure parcourut la pièce, qui se tut rapidement. « Harold Wexley, dit Slack, est venu à St. Mary Mead avec des informations et un objectif. Il n'était pas imprudent. Il n'a pas agi sous le coup de la colère. Il avait tout planifié. » Madame Price se tortilla sur sa chaise. Il avait organisé 2 réunions le même soir, poursuivit Slack. L'une publique, l'autre secrète. La réunion publique, à Willowmere, avait pour but de faire pression, de rappeler à certaines personnes qu'ils pouvaient être vus, entendus, et dont on se souvenait. Les regards se tournèrent, presque involontairement, vers la chaise vide où Adrian Pritchard aurait pu être assis. La réunion secrète, dit Slack, avait pour but de régler les choses en privé. Elle n'a jamais eu lieu. Il fit une pause. Au lieu de cela, M. Wexley a été redirigé. On entendit un léger halètement provenant de quelque part près de la porte. On l'a persuadé d'attendre à la grille en fer, dit Slack. Un endroit respectable, un endroit que le village considérait déjà comme important. C'est là qu'il a été frappé, non pas dans un accès de rage, mais de manière calculée. Une femme était assise, immobile, près du mur du fond, les mains sagement jointes, dans une posture impeccable. Le coup n'avait pas pour but de tuer, dit Slack, mais c'est ce qui s'est produit. Un silence pesant s'installa. Mademoiselle Marple prit alors la parole, d'une voix douce mais claire. « Puis-je expliquer la suite, inspecteur ?» Slack acquiesça. Mademoiselle Marple se leva. « Vous voyez, dit-elle doucement, M. Wexley comprenait les gens, mais la personne qui l'a frappé comprenait le village. » Elle se tourna légèrement, non pas pour accuser, mais pour inclure. St. Mary Mead accorde de l'importance aux apparences. Nous chérissons l'ordre. Lorsque quelque chose perturbe cet ordre, nous cherchons instinctivement l'explication la plus proche qui nous permette de le rétablir. Il y eut de petits mouvements, des signes d'inconfort, de reconnaissance. La grille en fer, poursuivit mademoiselle Marple, a été choisie parce qu'elle appartenait à quelqu'un qui était déjà légèrement à l'écart. Assez neuve pour être suspecte, assez prospère pour susciter la rancœur. Ce n'était pas M. Pritchard qui était dangereux, c'était notre empressement à le rendre dangereux. Adrian Pritchard, debout près de la porte, se raidit mais ne dit rien. La personne qui a redirigé M. Wexley savait, poursuivit mademoiselle Marple, que nous fournirions le reste, que nous remarquerions la porte,
le timing, le passé, tout en ignorant les détails plus discrets. L'attente, l'ajustement, la correction. Elle se tourna enfin vers la femme près du mur. « Vous croyez, dit gentiment mademoiselle Marple, qu'en guidant les événements plutôt qu'en les forçant, vous resteriez invisible. » La femme leva le menton. « J'ai fait ce que je devais faire. » Mademoiselle Marple inclina la tête. « Vous pensiez préserver l'équilibre, la respectabilité, votre place au sein de celui-ci. »« Oui, » répondit la femme d'un ton calme. « Il menaçait tout. »« Il menaçait de tout révéler, » répliqua mademoiselle Marple, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. L'inspecteur Slack s'avança. « Vous l'avez frappé près du portail parce que vous saviez qu'il serait vu là, et parce que vous pensiez, à juste titre, que le village se chargerait du reste. » La femme perdit son sang-froid pour la première fois. « Je n'ai jamais voulu. »« Non, » dit doucement mademoiselle Marple. « Vous vouliez le corriger, tout comme vous avez corrigé vos déclarations, tout comme vous avez corrigé les horaires, les itinéraires, les impressions. » La voix de la femme baissa d'un ton. C'était suffisant. Cela aurait dû être suffisant. Le regard de mademoiselle Marple était fixe. Ce n'est jamais suffisant. Un long silence s'ensuivit. Puis, madame Bantry prit la parole, d'un ton modéré. « Nous avons été très rapides. »« Oui, » acquiesça mademoiselle Marple, « parce que la certitude est réconfortante. » L'inspecteur Slack rassembla ses papiers. « C'est tout. » La femme fut emmenée tranquillement, sans drame, sans spectacle. La porte se referma derrière elle dans un dernier bruit sourd. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis la conversation reprit, non pas avec enthousiasme, ni avec aisance, mais avec effort, comme si l'on réapprenait à parler. Mademoiselle Marple retourna s'asseoir. Adrian Pritchard s'approcha d'elle, l'air grave. « Vous m'avez sauvé, » dit-il. « Non, » répondit-elle. « Vous n'avez jamais été le sujet. » Il fronça les sourcils, puis acquiesça lentement, comme s'il comprenait enfin quelque chose. Dehors, le portail en fer de Willowmere était ouvert. Ses barreaux ne projetaient-y plus d'ombres accusatrices, seulement de longues lignes ordinaires sur le gravier. Le village, après avoir été témoin de la vérité mise à nu, commença le travail minutieux de se réorganiser autour d'elle. Et mademoiselle Marple, qui observait tranquillement, savait que le plus difficile restait à faire. Le lendemain matin, le village n'en parla pas. St. Mary Mead se réveilla comme d'habitude, au son des bouteilles de lait et du chant des oiseaux, des portes s'ouvrant sur des vues familières, de la présence rassurante d'habitude qui ne l'avait pas abandonnée. Les rideaux furent tirés. Les bouilloires furent mises à chauffer. Madame Price balaya son perron avec une vigueur particulière, comme si le mouvement lui-même pouvait rétablir un sentiment d'alignement moral. Pourtant, sous ce retour à la routine, régnait un calme prudent, un accord tacite pour laisser la vérité s'installer, avant de la toucher à nouveau. Mademoiselle Marple sentit immédiatement la différence. Elle s'assit à sa petite table avec son plateau de petit déjeuner, la lumière du soleil oblique sur la nappe, et écouta. Les bruits du village étaient présents, mais étouffés, comme si St. Mary Mead se parlait à elle-même à voix basse. C'était toujours le signe, réfléchit-elle, que quelque chose s'était terminé correctement. Plus tard dans la matinée, elle se promena comme elle l'avait si souvent fait ces derniers jours, vers Willowmere. La porte en fer était ouverte. C'était un fait anodin, et pourtant cela semblait tout changer. Les barreaux, qui n'étaient mais plus alignés dans un refus catégorique, encadraient l'allée avec un air presque apologétique. La charnière émit un grincement familier lorsque la brise la fit légèrement bouger, mais le son avait perdu son urgence. Ce n'était plus qu'une simple porte. Mademoiselle Marple s'arrêta là, sa main gantée posée légèrement sur le fer. « Ainsi, » murmura-t-elle, « nous en avons fini.
Derrière elle, des pas se rapprochèrent. L'inspecteur Slack s'arrêta à une certaine distance, laissant à ce moment toute sa dignité. « Ils vont la transférer aujourd'hui, » dit-il. « En attendant son procès. »« Oui, » répondit mademoiselle Marple. « Elle va découvrir que l'équilibre qu'elle souhaitait préserver a changé. » Slack hésita. « Pensez-vous qu'elle le regrette ?» Mademoiselle Marple réfléchit. « Je pense qu'elle regrette d'avoir été obligée de le reconnaître, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. » « Et le village ?» Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Le village se pardonnera très vite, comme toujours. » Slack acquiesça. « Et vous ?»« Oh, dit-elle doucement, je lui pardonnerai aussi, mais je m'en souviendrai. » Il l'observa un instant, puis prit congé. Mademoiselle Marple retourna vers Church Lane d'un pas tranquille. Au presbytère, Madame Clement l'accueillit avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Je n'arrête pas de penser, » dit Madame Clement en joignant les mains, « que j'aurais pu agir différemment. » Mademoiselle Marple sourit gentiment. « La plupart d'entre nous auraient pu, » dit-elle, « mais il suffit souvent d'y penser. » Au Blue Boar, le propriétaire ne se corrigea qu'une seule fois ce jour-là. À la poste, Madame Hall parlait plus doucement, comme si elle était consciente que les mots pouvaient rester plus longtemps que prévu. Madame Price évita complètement Willowmere. Adrian Pritchard, quant à lui, resta chez lui. Mademoiselle Marple lui rendit visite dans l'après-midi, non pas en tant qu'enquêteuse, mais en tant que voisine. « Vous allez rester ?» demanda-t-elle. Il hésita. « Je ne sais pas. Il serait peut-être plus simple de partir. » La simplicité, dit mademoiselle Marple, n'est pas toujours synonyme de gentillesse. Il la regarda pensivement. « Vous voulez dire pour moi-même. Et pour les autres, répondit-elle. Vous n'étiez pas l'histoire que nous avions choisie, monsieur Pritchard. Ce n'est pas votre faute, mais vous pouvez décider de rester ou non dans l'histoire qui va suivre. » Il acquiesça lentement. « J'aimerais essayer. »« Alors vous devez vivre ouvertement, » dit mademoiselle Marple. « Pas sur la défensive. Les portails sont moins dangereux lorsqu'ils ne sont pas surveillés de trop près. » Il sourit faiblement, le premier sourire sincère qu'elle lui voyait. « Vous êtes une femme remarquable. »« Non, » dit mademoiselle Marple. « Je suis simplement observatrice. » En quittant Willowmere, elle jeta un dernier regard au portail en fer forgé. Il se tenait désormais tranquille, sans accusation ni invitation, seulement une frontière, enfin comprise pour ce qu'elle était. Ce soir-là, St. Mary Mead organisa une modeste réunion au presbytère. Personne ne parla de tragédie ni de culpabilité. La conversation resta prudemment sur des sujets plus sûrs. Les jardins, le temps, la fête à venir. Pourtant, quelque chose avait changé dans la façon dont les gens s'écoutaient les uns les autres. Une légère retenue s'était installée dans leur voix, une prise de conscience que la respectabilité pouvait, si elle était mal gérée, devenir quelque chose de très dangereux. Mademoiselle Marple était assise parmi eux, tricotant sur ses genoux, satisfaite de laisser passer le moment. Plus tard, seule à nouveau dans son cottage, elle mit son tricot de côté et se tint près de la fenêtre. Le village reposait paisiblement sous les étoiles, ses contours adoucis par l'obscurité. Elle pensa à Harold Wexley, non pas avec sympathie, mais avec une compréhension tranquille. Il se croyait intelligent. Il était intelligent. Ce qu'il n'avait pas été, c'était suffisamment prudent avec les suppositions des autres. Et elle pensa à la femme qui l'avait frappé, non pas comme un monstre, mais comme quelque chose de bien plus familier. Une gardienne des apparences. Une correctrice. Quelqu'un qui croyait qu'un petit ajustement pouvait empêcher un désordre plus grand. C'était une erreur que mademoiselle Marple avait vue maintes fois auparavant. Dehors, le portail en fer de Willowmere grinça doucement sous l'effet de la brise, puis redevint silencieux.
Les frontières, réfléchit mademoiselle Marple, n'étaient pas des endroits où le mal s'introduisait. C'étaient des endroits où les gens décidaient de regarder ou non. Elle tira le rideau et retourna s'asseoir, le village retrouvant son équilibre. Pas parfait, jamais parfait, mais suffisamment rétabli pour continuer. Et cela, elle le savait, était tout ce qu'on pouvait raisonnablement espérer.